Alors, je vous propose de vous présenter. Est-ce que vous voulez commencer, vous qui êtes à nos côtés? Approchez. Bonjour, je suis Alain Mathiot. J'ai été président de la fédération SOS Amitié jusqu'à la fin de l'année dernière et je suis toujours écoutant dans un des postes d'écoute de notre association depuis un certain nombre d'années, plus de 10 ans. Merci. Bonjour à tous, mon nom est Fabrice Jolange, professeur de psychiatrie. Alors, je travaille officiellement à Paris, à l'Université de Paris et à l'hôpital Sainte-Anne, mais je suis actuellement en disponibilité en Allemagne pour aller faire de la recherche. Je travaille depuis plus d'une vingtaine d'années sur la question du suicide dans différents domaines de recherche. Et je suis aussi membre de l'Observatoire national du suicide, une structure très importante. Je ne sais pas si on aura l'occasion d'en parler. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas SOS Amitié, je voudrais simplement rappeler que c'est une très grosse fédération de bénévoles qui comporte 1700 à 1800 bénévoles actifs dans 44 associations différentes et qui répond au téléphone, au chat et en messagerie depuis 1960, donc plus de 60 ans. Et donc, je dois dire que nous avons évidemment soutenu et poussé pour que l'objectif de la prévention du suicide comme prévention partagée, qui a été défendue par l'UNPS depuis 3 ans, entre en vigueur. Et on a été, je dois dire, beaucoup aidé par cette crise sanitaire qui, en gros, a obligé tout le monde à travailler ensemble. Et on a beaucoup appris pendant ces 2 ans de crise et ça nous a effectivement confortés dans le fait que le rôle de chacun dans cette affaire est tout à fait complémentaire. C'est-à-dire que les acteurs du milieu de la santé sont effectivement extrêmement importants, toujours, surtout quand la tentative de suicide a eu lieu et que la personne a été hospitalisée aux urgences pour éviter qu'il y ait récidive. Mais pour nous, notre rôle en tant qu'association d'écoute, nous pensons que ça se situe bien en avant de la tentative de suicide et en particulier dès que des symptômes de mal-être apparaissent. Donc je dirais que cette action de prévention partagée, nous l'avons manifestée notamment l'été dernier par une lettre commune qui a été adressée par plusieurs associations signataires, dont l'UNPS, au ministère de la Santé, pour dire que nous étions tout à fait partisans de la mise en place de ce numéro national de prévention du suicide, dont il a déjà été question plusieurs fois, et qu'il fallait que ça se fasse dans le respect des convictions de chacun des acteurs concernés. C'est aussi bien les acteurs du milieu de la santé que les acteurs associatifs. Donc nous, qu'est-ce que cette crise nous a apporté ? Je dirais qu'il y a eu des informations importantes que nous en avons tirées au niveau de la demande et aussi bien au niveau de nos pratiques, puisque tout a évolué pendant cette période-là, je dirais très rapidement. Au niveau de la demande, on peut dire que dans les 3 semaines qui ont suivi le début du premier confinement, le nombre d'appels entrant sur notre ligne s'est accru de 30%. Très rapidement, c'est-à-dire qu'on recevait en moyenne 6 000 appels par jour, on est passé à 8 000. Et heureusement ou malheureusement, je ne sais pas, mais ce nombre d'appels est toujours stable et très important, à un niveau très important. Il atteint même 10 000 par jour, souvent pendant les week-ends. Deuxième constat au niveau de la demande, une importance plus grande de l'intervention des jeunes, ados, enfants et étudiants, beaucoup plus, et en particulier, ça a été noté dans notre écoute par chat qui avait déjà été mentionnée auparavant, puisque évidemment les jeunes sont plus favorables à des interrogations qu'ils peuvent poser par écrit et par chat. Et enfin, on a noté une évolution de la demande
d'aide qui nous étaient formulées, aussi bien au téléphone qu'en messagerie, et ça nous a incité à entamer une réflexion sur comment doit évoluer notre écoute dans le milieu actuel, et en particulier, est-ce qu'il faut remettre en question certains principes éthiques qui nous ont toujours poussés, et en particulier l'anonymat de l'appelant comme de l'écoutant et la confidentialité des échanges. Et donc ça s'est traduit dans notre activité par l'évolution de nos pratiques. Alors je ne parle pas des téléréunions, il en a déjà été question. Nous avons maintenant acquis une certaine expérience dans la pratique du Zoom, et c'est très bien. Mais on a quand même constaté qu'au bout de 2 ans, les gens étaient quand même contents de pouvoir se retrouver dans une salle comme on se retrouve aujourd'hui ici. Mais également, on a été amené à mettre en place un télétravail, ce qu'on a appelé l'écoute à domicile, puisque au début du confinement, il était difficile pour nos écoutants de rejoindre le poste d'écoute où ils pratiquent leur activité. Et donc, on a réussi, grâce à un groupe de bénévoles et à l'aide d'une petite start-up, à mettre en place en pratiquement 15 jours 700 postes d'écoute à domicile chez nos bénévoles, ce qui a permis d'augmenter énormément notre capacité d'écoute dans des proportions qu'on n'imaginait pas au départ. Et enfin, je dirais qu'un des trucs importants qui est arrivé pendant cette période, ça a été notre intégration au sein de la plateforme Covid-19 qui a été mise en place par le gouvernement donc très rapidement après le début du confinement, et à laquelle ont été associés un certain nombre d'associations d'écoute, dont la nôtre, et qui nous a valu beaucoup d'appels en plus qui nous ont été transférés depuis les répondants de la plateforme nationale. Et évidemment, ça va se poursuivre actuellement, comme ça a été dit par M. Salomon, par la mise en place du 3114, pour lequel, alors on n'a pas encore d'outils pour le mesurer, mais il y a un certain nombre d'appels qui nous sont transférés depuis cette plateforme-là. Et enfin, bien sûr, pour terminer, ça nous a amené à essayer d'optimiser notre système d'écoute pour pouvoir prendre le plus d'appels possible. Et je dois dire que de ce point de vue-là, on a obtenu des résultats assez intéressants. Toutefois, je dirais qu'il reste encore beaucoup à faire en France pour améliorer le dispositif de prévention du suicide. En particulier, et là je salue ce qui a été dit notamment par M. Salomon en début de journée, sur le fait que la prévention doit être partagée entre tous les acteurs qui sont impliqués. Donc il faut continuer dans ce sens-là. Je dirais qu'il y a également un problème au niveau de la psychiatrie en général, qui est souvent un des parents pauvres de la médecine, et qu'on s'aperçoit que comme les problèmes de santé mentale sont en train de devenir de plus en plus importants, on aurait besoin vraiment de donner un coup de pouce à la psychiatrie. Et par exemple, on pourrait également, pour ce qui est des populations plus jeunes, favoriser le fait qu'on puisse les écouter plus facilement, et la mise en place de systèmes de consultation de psychologues gratuites pour les étudiants notamment est une bonne idée dans ce sens-là. Donc voilà ce que je voulais dire comme retour d'expérience sur cette... Merci beaucoup pour ce retour, et puis la manière dont vous soulignez l'importance de la collaboration, que ce soit dans l'écoute et la complémentarité avec la psychiatrie. À vous, Fabrice Joland, pour nous parler de la situation en termes de formation, de recherche et d'évolution des soins. Oui, alors d'abord, je voudrais remercier l'UNPS de son invitation à venir parler aujourd'hui. Donc, sur cette question très très large et très importante de la prévention du suicide. Alors, quand je réfléchis un petit peu à cette table ronde, il m'a semblé qu'il y avait 3 aspects qu'on pouvait développer qui me semblent essentiels quand on veut réfléchir à ce qu'on fait en termes de prévention du suicide. La première, c'est
c'est d'appeler à l'histoire, alors pas l'histoire nostalgique et reconstituée hein, qu'on entend actuellement dans les médias, mais l'histoire de la prévention du suicide, d'où on vient. La deuxième, c'est de faire appel à l'intelligence collective. Et la troisième, c'est de faire appel à l'acquisition de nouvelles connaissances qui passent en partie seulement, mais c'est important, par la recherche. Alors je vais être évidemment très très rapide, mais je pense que c'est important et on voit, ça va faire des liens avec le sujet principal aujourd'hui, qui est celle de la prévention partagée. Que nous dit l'histoire? D'abord, elle nous rappelle que la prévention du suicide, ça remonte à l'après-guerre. C'est pas qu'on ne se souciait pas du suicide avant-guerre, évidemment, mais la prévention du suicide comme une démarche collective, c'est après-guerre. Et c'est intéressant de voir que ça débute avec deux grands domaines où des intervenants qui sont un petit peu différents, qui vont agir en parallèle. Le premier, ce sont les associations, évidemment, et on pense évidemment aux Samaritains, derrière le révérend Chadvara à Londres, et à SOS Amitié, évidemment, dès 1960-61, qui va être très très important là-dedans. Et puis en parallèle, il y a les chercheurs. Il y a par exemple Steinman et son équipe à Los Angeles, hein, vous savez, qui travaille avec le coroner, et c'est le cas célèbre du suicide, ils vont travailler sur le cas célèbre du suicide de Marilyn Monroe, et d'autres, Rangel à Vienne. Donc il y a des chercheurs d'un côté qui s'intéressent à la prévention du suicide, et de l'autre côté, des associations qui ont travaillé longtemps en parallèle quand même, sans forcément partager, en tout cas pendant longtemps. Les années 60 et 70, c'est la création des sociétés savantes, hein, l'Association américaine de suicidologie, le GEPS, on a Jean-Pierre Soubrier dans la salle, qui est très très important et continue à être très important. Je suis en Allemagne actuellement, il y a la DGS, c'est l'équivalent du GEPS, qui est créé quelques années après le GEPS. Et finalement, les grands programmes de prévention du suicide arrivent pour les tout premiers dans les années 80. Et un des plus anciens et les plus importants, c'est la Finlande, qui va avoir un grand programme de prévention du suicide, et puis d'autres pays vont suivre. Ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'aujourd'hui, il y a quoi? Une quarantaine de pays, selon l'OMS, il y a une quarantaine de pays sur les 200 qui sont reconnus par l'ONU, qui ont un grand programme national de prévention du suicide. Donc c'est pas beaucoup, et puis je ne serais pas surpris d'apprendre que sur ces 40 pays, ce sont essentiellement des pays riches. La deuxième chose qui est très très intéressante, là aussi on n'a pas le temps de détailler, mais quand on regarde un petit peu ces différents programmes, on voit qu'il y a des choix qui ont été faits. Donc il y a des pays où on a fait le choix, par exemple, de mettre l'accent sur la première ligne, sur la prévention, sur le traitement de la dépression. Par exemple en Suède, hein, ils sont beaucoup basés sur cette grande étude sur l'île de, j'oublie le nom, Gotland, et qui avait montré qu'en formant mieux les médecins généralistes à la reconnaissance de la dépression, voilà. Il y a d'autres pays qui ont fait d'autres choix. Donc il y a des choix politiques à un moment à faire. C'est très intéressant de regarder un petit peu tout ce qui s'est fait dans le monde, tout ce qui se fait actuellement, pas être trop centré sur la France, regarder un petit peu ce que d'autres ont fait avant nous, ce qui a marché et aussi ce qui a moins marché. Le deuxième grand point, c'est l'intelligence collective. Il y a une intelligence collective, il y a une somme considérable depuis 70 ans de prévention de suicide, et il faut regarder ça. Alors je vais vous donner un exemple de ça. C'est le rapport de l'OMS, que vous connaissez peut-être, en tout cas je vous invite à aller le lire, qui est sorti l'an dernier, en 2021. Il est en ligne, il est gratuit. Alors il est en anglais, mais il est possible que l'OMS en fasse une version française si ce n'est pas déjà le cas. C'est une somme de connaissances et de réflexions collectives par des gens, beaucoup de gens, moi j'en connais plusieurs qui sont des gens de très grande qualité, qui n'ont rien à vendre, ils ne sont pas là pour vendre leurs médicaments ou leur psychothérapie ou leur échelle, etc. Ils sont là pour dire, voilà, qu'est-ce qu'on sait, qu'est-ce que la recherche a montré, quelles sont les connaissances de terrain aussi. Réunissons tout ça et qu'est-ce qui est important. Alors je vous donne quelques petites pistes et vous verrez qu'on revient à nouveau sur la prévention partagée. La première chose, c'est quand on veut mettre un grand plan de prévention nationale de suicide en place, il faut quand même faire une évaluation de la situation locale. Je fais confiance au ministère pour l'avoir fait avant le plan français. La deuxième chose, c'est qu'il faut un comité de pilotage. Alors ils disent quand même, comité de pilotage, c'est pas mal que ce soit un peu multidisciplinaire. Actuellement, c'est essentiellement un pilotage par la DGS, donc on peut aussi questionner la DGS, est-ce qu'il y aurait intérêt à ouvrir un petit peu ce comité de pilotage, par exemple, et ils insistent beaucoup dans ce rapport, par exemple aux patients avec une expérience vécue, vous savez, on en parle beaucoup actuellement, dans tous les domaines, incluant la recherche, incluant l'enseignement, et évidemment les soins et la prévention. La question du financement, essentielle. Aujourd'hui, on a la chance, le gouvernement a mis beaucoup d'argent sur la table, et c'est une bonne nouvelle. Deux questions. D'abord, combien a été mis? Combien ça coûte? Moi, j'aimerais bien le savoir. Alors, c'est compliqué, évidemment, à calculer, mais ça, c'est un
importance de transparence. Et puis évidemment, il faudra faire attention, hein. Il va y avoir un gros chiffre qui va sortir si jamais quelqu'un fait ce calcul. Ce sera plusieurs millions. Rappelez-vous, hein, le coût des conduites suicidaires en France, c'est 10 milliards au minimum. 10 milliards. Étude qui n'a pas été publiée il y a quelques années, mais c'est énorme le coût. Donc il faudra rappeler au ministère, attention, ça coûte cher, ça coûte encore plus cher de ne rien faire. Le financement, et est-ce que ce financement va être pérenne? C'est combien de temps ça va durer, le plan national? Le monitoring de tout ça, c'est compliqué. On en a parlé tout à l'heure, Jean-Baptiste a rappelé tout ce qui est à disposition de l'adresse. Hein. On a la chance d'avoir beaucoup de données disponibles. Ça, c'est un point très positif. Je vous donne cet avis. Je voyage beaucoup, et puis là, actuellement, je suis à l'étranger. Beaucoup de gens sont très jaloux des données que nous avons en France. Alors, il y a beaucoup de limites, il y a beaucoup de choses qu'on peut améliorer encore. On a des données pour monitorer un petit peu tout ce qui se fait. C'est une grande chance. Et puis, le rapport de l'OMS dit, attention, ce qui est important, la prévention du suicide, on l'a déjà largement dit ici, et tout le monde ici en est convaincu, mais c'est écrit dans le rapport de l'OMS, c'est vraiment que ce soit collaboratif. La prévention du suicide, ça ne peut pas marcher que si ça repose uniquement sur les généralistes, ou uniquement sur la psychiatrie, ou uniquement sur les associations. Il faut vraiment que tout le monde travaille ensemble. On sait que ce n'est pas facile. Les situations de crise ont aussi des aspects positifs, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Et le rapport insiste sur 4 aspects. Je vais encore passer très très rapidement pour dire qu'il y a quand même des choses qui sont faites en France et c'est une chance. Le premier, c'est la restriction de l'accès aux moyens létaux. C'est capital. Alors dans le rapport, il parle beaucoup du suicide par pesticide. Vous savez que c'est le premier moyen de suicide dans le monde. Hein. Les pesticides, ça détruit la biodiversité, ça donne des cancers et ça aide les gens à mourir de suicide. Mais l'accès aux moyens létaux, hein, c'est un axe maintenant... Le professeur Salomon en a parlé tout à l'heure, l'identification des hotspots, qui est un truc qui s'est un petit peu rajouté secondairement, mais c'est une bonne chose. Le travail avec les médias et la communication autour du suicide, le développement psychosocial des adolescents. Il y a quelques études qui ont été faites qui montrent que quand on va dans les écoles, aider pas seulement autour du suicide, mais la santé mentale en général, ça marche. Et puis le dernier, qui est un espèce de gros fourre-tout, mais qui là aussi montre bien l'importance de cette prévention partagée, c'est dépistage, évaluation, prise en charge et suivi. Et on voit bien tout de suite que ce n'est pas forcément les mêmes acteurs. Le dépistage, c'est évidemment les sentinelles, qu'elles soient formées ou qu'elles soient naturelles, disons les sentinelles naturelles dans les associations, auprès des populations à risque. L'évaluation, là on rentre un peu plus dans le domaine médical. Rappelez-vous quand même qu'il y a beaucoup d'études qui montrent que les médecins généralistes, mais aussi les professionnels de santé mentale, psychologues, psychiatres, ne sont pas à l'aise avec l'évaluation du risque suicidaire. Donc vous envoyez un psychiatre, si le psychiatre n'est pas à l'aise, ne sait pas poser les questions, ou vous n'avez pas d'idée suicidaire, n'est-ce pas, monsieur? Vous voyez, ce n'est pas une bonne manière de faire. Aujourd'hui, il y a des formations, heureusement, pour améliorer la confiance en soi, pour montrer que ce n'est pas si compliqué de poser la question des idées suicidaires. C'est essentiel. Si on veut avancer, il faut donner confiance aux patients de vous confier quelque chose qui est très complexe. Donc la formation est essentielle. L'évaluation, la prise en charge, là aussi, grande question. Comment on doit prendre en charge les patients suicidants? Il y a des nouvelles thérapeutiques qui arrivent. Nous, on a sorti il y a 2 jours dans le BMJ, une grande revue de médecine, un papier utilisant la kétamine. Donc on a des outils médicamenteux pour réduire rapidement la douleur psychologique. Ça n'est que le début de la prise en charge, on s'entend bien. Pas question de réduire la prise en charge du risque suicidaire à un médicament, mais ça va nous aider. Voilà. Et puis le suivi, est-ce que le suivi doit être fait par des psychiatres? Pas certain. Voilà. Et je pense qu'on doit pouvoir se passer le relais d'une même personne à différents temps, vous voyez, de la prise en charge du risque suicidaire. Le dernier point, rapidement, c'est qu'il est important de générer de nouvelles connaissances. Et là, la recherche est absolument essentielle. Alors, il y a une recherche qui est faite actuellement sur la base de ces données de santé. Je travaille beaucoup là-dessus actuellement avec Catherine Quentin sur la santé des jeunes. On a plusieurs choses qui vont sortir grâce à un financement de l'adresse. On a beaucoup travaillé aussi à l'occasion du Covid. Hein. Beaucoup de données actuellement servent à ça. On regrette beaucoup, évidemment, le retard dans l'accès aux données de suicide en France. Hein, Jean-Baptiste l'a rappelé tout à l'heure, on a les données de 2017 depuis quelques semaines. C'est pas au Japon, ils ont les données tous les mois de suicide grâce à la police. D'accord ? Donc on peut faire beaucoup mieux. En Angleterre, c'est pas les données de la police, mais ils ont les données avec un an de retard, ce qui est déjà beaucoup. Donc on a vu en temps de crise la limite de ce système. On a besoin d'avoir des données rapidement. Il faut vraiment travailler là-dessus. Mais il y a beaucoup de recherches qui sont faites, par exemple sur la postvention. Il y a une équipe à Lyon qui est très très dynamique actuellement en recherche postvention autour d'Edouard Lonne. On travaille avec l'adresse sur le codage des tentatives de suicide pour améliorer ces indicateurs de santé.
Il y a des données actuellement, il y a des équipes qui travaillent sur le risque des benzodiazépines. Alors je vous donne un petit peu en vrac là, ce qui vient, ce sur quoi j'ai été interpellé récemment. Mais là aussi, on a besoin d'une recherche multidisciplinaire. Moi, je travaille plutôt sur l'aspect clinique, biologique, neurocognitif, maintenant sur les bases de données, l'épidémiologie. On a besoin de recherche en santé publique, c'est essentiel. On a besoin de recherche aussi en sciences humaines. Je vais terminer là-dessus. En sciences humaines, je suis souvent critique de la méthode de la recherche en sciences humaines, mais c'est essentiel. Je travaillais longtemps avec un anthropologue sur une population indigène. Ça a été essentiel pour moi dans ma formation aux Philippines. Et donc on a besoin de financement aussi de recherche. Malheureusement, le financement de la recherche, vous savez, en France, c'est aussi le financement de la psychiatrie, mais aussi le financement de la recherche n'est pas très bon. La recherche n'est pas très bien organisée. Il y a un gros travail là-dessus. Si ça s'améliore, il y aura aussi un intérêt pour la prévention du suicide. Voilà dans les grandes lignes ce que je voulais dire sur ce constat un petit peu. Donc il y a des choses très très positives qui se passent actuellement en France. Puis on voit qu'il y a plein de choses qu'on peut encore améliorer en regardant un peu ce qui se passe autour. Merci pour ce tableau très, très complet. Jean-Jacques Chabagna, vous avez parlé très rapidement au début. Est-ce qu'il y a des choses qu'ont dit Alain Mathieu et Fabrice Yolande sur lesquelles vous voulez rebondir? Oui, bien sûr, pour aller dans le même sens qu'eux, puisque pour le groupement d'études et de prévention du suicide ou à la FTCU, on est tout à fait dans ce même axe. C'est bien évident depuis très longtemps et nous sommes, on disait, compagnons de route depuis de très nombreuses années. Je pense que les nouvelles avancées que j'ai citées très rapidement, sans les détailler, vont aussi amplifier ce phénomène. D'ailleurs, M. Mathieu l'a bien précisé, en particulier le numéro national de prévention du suicide, qui est un numéro qui s'adresse aux gens qui ont des difficultés psychiques assez larges, avec une souffrance psychique. Au départ, ce n'est pas forcément concentré que sur les idées suicides. Nous les orientons parfois vers SOS Amitié. Ça, c'est, je dirais, toutes les semaines, c'est ce que je peux voir, mais aussi éventuellement sur d'autres associations de proximité qui sont déjà connues de la personne et en qui elle a confiance. Donc, ceci ne pose vraiment aucun problème. Alors, peut-être que j'insisterai un peu sur l'importance de l'entourage. L'entourage des personnes qui sont en souffrance, à la fois pour Vigilance et pour le 2NPS, c'est un axe majeur pour nous, puisque pour ce qui concerne le 2NPS, par exemple, nous avons toujours dans la fiche première une personne de confiance, c'est-à-dire avec ses coordonnées, en accord bien sûr avec le patient, et ceci peut être une aide très importante dans la synergie de l'amélioration. Et puis aussi des liens importants avec les professionnels au sens large, quel que soit leur champ d'activité. C'est aussi très important. Nous avons fréquemment des appels. Alors je préciserai qu'à la fois pour Vigilance et pour le 2NPS, les personnes qui sont au bout du fil sont bien sûr des personnes qui vont écouter la personne. C'est ce qu'on appelle les appels entrants, mais il y a aussi plusieurs appels sortants si nécessaire. Une fois qu'on s'est renseigné sur telle ou telle orientation qu'on peut proposer à la personne, on va la rappeler une fois, deux fois, trois fois. Ça, c'est quand même aussi quelque chose d'important. Je notais que M. Mathieu s'interrogeait sur éventuellement faire bouger la doctrine de SOS Amitié. Pourquoi pas, c'est quelque chose en effet qu'il convient sur lequel il faut s'interroger. Pour Vigilance, ce qui est important aussi, c'est le fait que les personnes peuvent bien sûr appeler, mais au départ, ça se passe de la manière suivante en quelques secondes. Elles sont d'accord pour qu'on puisse les appeler au bout d'une dizaine de jours. Et ensuite, on va les rappeler quand tout se passe bien plusieurs semaines après, en général souvent autour de 3 mois. Et puis, au bout de 6 mois, on leur envoie une carte postale. Mais au cours de ces 6 mois, parfois, il y a bien évidemment plusieurs appels, surtout si la personne elle-même va nous appelle elle-même, ou bien si la famille peut nous appeler également.
ou bien des professionnels qui vont avoir recours à nous pour avoir des conseils ou une réflexion commune. Ça peut être aussi des associations qui nous appellent en disant voilà, j'ai quelqu'un qui est en souffrance actuellement, qu'en pensez-vous? Voilà. Donc je crois que en particulier ces deux systèmes sont très intéressants puisqu'ils vont renforcer justement ce partage qui est peut-être aussi notre obsession et en tout cas amener certainement beaucoup plus de synergie. C'est ce que je vois dans le quotidien et de déstigmatisation dont je parlais tout à l'heure. Et si en effet dans les années 60 les collaborations avec des associations étaient peu fréquentes puisqu'on était plutôt dans des chemins parallèles, vraiment assez rapidement ceci a changé et notamment grâce au GEPS qui a très vite associé tous ceux qui étaient intéressés sur ces sujets-là et étaient compagnons de route encore une fois, notamment bien sûr avec SOS Amitié puisque c'est la plus ancienne en France, mais aussi les autres associations. On a fait des congrès nombreux avec les associations où chacun avait pu en effet s'exprimer. La collaboration avec les sociologues, les anthropologues aussi a été favorisée. Ça aussi, c'est très important d'avoir un regard croisé, une réflexion à la fois pour les associatifs et pour les personnes dans le médico-psychosocial. Merci beaucoup et puis merci beaucoup pour l'hommage que vous rendez aux autres professions. Vous vouliez ajouter quelque chose aussi, Monsieur Mathieu? Oui, je voudrais d'une part abonder dans le sens de Fabrice Jolland sur le manque de données en temps et en heure sur les morts par suicide. Je ne sais pas comment ça se passe, mais effectivement, si dans les autres pays, on peut avoir les données moins d'un an après l'année concernée, je ne comprends pas comment on ne peut pas le faire en France. Et ce n'est pas admissible de n'avoir de données sur les morts par suicide que pour 2017, alors qu'on est en 2022. Bon, ça, je voulais dire. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire, mais il y a certainement à y réfléchir. Et je voudrais également saluer l'effort qui a été fait par le ministère de la Santé, et en particulier par l'adresse, avec l'Observatoire national du suicide, qui a obligé en gros tout le monde à se causer. Et les réunions auxquelles SOS Amitié a participé depuis la création de cet observatoire ont permis de nouer des relations entre les différents acteurs. Parfois, c'était un peu conflictuel, mais ça a permis finalement de dégager de nouvelles collaborations. C'est ainsi, par exemple, que SOS Amitié est en discussion actuellement avec la direction de l'administration pénitentiaire pour mettre en place une possible ligne d'écoute des détenus. Et il y a un certain nombre de collaborations qui se sont montées. On a rencontré la Croix-Rouge il n'y a pas longtemps, et notamment on a discuté avec les responsables de Croix-Rouge Écoute, et c'était très productif. Et enfin, je voudrais également saluer l'intervention de sociologues dans ce débat, et en particulier M. Baudelot, qui a été très positif pendant toutes ces années. Voilà, c'est ça que je... Merci beaucoup. Je voulais, pour clôturer le débat, vous demander quel regard vous portez sur les autres acteurs dans le cadre de cette prévention du suicide. Vous l'avez beaucoup dit au fil de vos interventions, mais est-ce que vous voulez ajouter quelque chose, peut-être sur quelque chose qui a changé dans votre perception? Peut-être que vous aviez une image en tant que psychiatre des associations qui a bougé au fil des expériences, ou quelque chose qui vous a marqué et qui a fait évoluer votre regard sur les autres acteurs. Et puis on le fera rapidement pour laisser vraiment la place aux questions du public. Alors moi, je suis tout à fait d'accord avec M. Mathieu sur le rôle de l'Observatoire national du suicide. Je vais répondre à votre question, mais j'en profite. Qui est essentiel. On a mis autour de la même table, tant que c'était possible, j'espère que ça va revenir, des gens qui ne se connaissaient pas, d'administrations qui se
éventuellement travaillaient pas ensemble même. Et ça, c'est formidable. Non, mais vraiment, l'Observatoire national du suicide est un outil formidable. Valérie Ulrich disait tout à l'heure, il y a la reconduction l'an prochain. J'espère que ça va être possible. Il faut suivre ça. Il faut que nous, qui intervenons dans le suicide, supportions la poursuite de l'Observatoire national du suicide. Et puis, je sais bien que c'est pas quelque chose qui est fait habituellement dans les administrations où on remercie pas individuellement les gens, malheureusement. Ça ferait beaucoup de bien qu'on puisse remercier les gens qui font du bien et qui travaillent bien. Et je voudrais remercier Valérie Ulrich pour son travail essentiel. On sait bien que... Mais on peut. Les projets, ils tiennent aussi par une personne. Donc, c'est pas... voilà. Le groupe, la structure peut rester. Si les personnes changent, des fois, l'ambiance change. Bon, bref. Donc, ça, c'est essentiel. Sur le rôle... Alors, moi, ça m'a permis d'être en contact avec des associations avec qui j'étais pas en contact. Alors, je ne suis pas le représentant de la psychiatrie, je n'ai pas ce mandat, puis je n'ai même pas envie de l'être, mais je réfléchis un petit peu à ma discipline, la psychiatrie. On voit bien qu'il y a pas mal de choses. Monsieur Mathieu parlait du sous-financement, très clairement. On s'occupe des maladies mentales qui sont le premier poste de dépense de la sécurité sociale. Le financement ne suit pas. Il y a un problème d'organisation. Il y a un problème de modèle. On vit en psychiatrie sur un modèle qui est hérité très largement du 19e siècle. Mon hôpital de rattachement, c'est l'hôpital Sainte-Anne, pour ceux qui connaissent. C'est des grands murs, ça ne donne pas envie d'y aller. Et, ça donne pas envie... et puis les gens dedans sont cloîtrés, finalement. C'est très agréable à l'intérieur quand vous marchez dans le parc. Mais bon, enfin, c'est bien une image quand même terrible de la psychiatrie. Bon, on ne fait pas la psychiatrie aliéniste, bien sûr, ça a un peu changé à partir des années 70, mais il y a un modèle à recréer. Il y a un problème, moi je pense, de formation des psychiatres, franchement, je le dis alors que je suis enseignant. Je pense qu'on peut faire mieux, et dans le cas du risque suicidaire, par exemple, il faut des formations beaucoup plus pratiques. On n'imaginerait pas que les chirurgiens apprennent à faire de la chirurgie juste dans les livres d'anatomie. Et pourtant, c'est pas ce qu'on fait, mais en fait, on peut faire beaucoup mieux. Il y a des méthodes nouvelles d'enseignement avec de la simulation, des patients simulés. On peut créer d'ailleurs ces programmes avec l'aide de patients. Nous, on a monté un groupe, il y a Jean-Jacques et Cécile Opnes, qui est peut-être ici aujourd'hui, et d'autres, pour créer des scénarios pour nos jeunes internes de psychiatrie. C'est super, tout le monde adore ça, et c'est beaucoup plus robuste que de montrer des diapositives comme on a longtemps fait, moi inclus. Donc il faut modifier notre manière, et il faut réfléchir à la psychiatrie du futur en général, et son rôle dans la prévention du suicide en particulier. Donc déjà, moi je ne suis pas dans un service clinique actuellement, mais mon idée est quand même de revenir en France à un moment, et à Paris, et ça m'amène à plein de réflexions sur comment nous allons pouvoir travailler plus avec d'autres intervenants en amont et en aval, c'est-à-dire pour identifier avec une bonne qualité les personnes les plus à risque, que nous puissions les prendre en charge parce que ça on sait faire, mais aussi qu'ensuite on puisse passer le relais pour le suivi. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Il y a un gros travail à faire, et on voit bien qu'on ne peut pas travailler seul en psychiatrie. C'est pas possible. Pourtant, c'est ce qu'on fait régulièrement. Je voudrais bien rajouter quelque chose. C'est possible ? Oui, je vais juste dire un petit mot, puisque avant de passer la parole à ça, au sujet du programme Papageno, voilà, puisqu'on n'en a pas parlé, et je pense que ça fait partie du dispositif. Alors, nous ne sommes pas, je dirais, complètement directement impliqués, mais quand même indirectement. C'est le GEPS, à un moment donné, qui a repris un peu les études de nos collègues qui avaient été faites en 2005 à Vienne, qui avaient bien montré l'influence et les répercussions des articles de presse sur les tentatives de suicide. Donc, alors, je pouvais retrouver ce travail un peu princeps de 2005, qui a bien confirmé, en effet, qu'il y avait une influence sur la répétition, pardon, la description même du suicide, sur la mise en valeur de suicides célèbres, voilà, et tout ceci était très bien associé avec une augmentation du suicide. Donc, d'où l'importance d'avoir des recommandations qui ont été reprises par l'OMS ensuite. Il y a eu 12 recommandations que je ne détaillerai pas, qui ont permis de faire réfléchir les médias. Alors, comment ça se passe en pratique en quelques mots ?
Eh bien, grâce à nos collègues de Lille et l'association des internes, et grâce au support du GEPS, nous allons directement vers les élèves journalistes que nous sensibilisons, que nous formons à la prévention du suicide. Et nous intervenons également au centre de formation continue de Lille des journalistes. Et ceci, je pense, à terme, devrait entraîner une amélioration des propositions. Et je terminerai là-dessus. Lorsque nous sommes interrogés par les journalistes, il est très important que nous ayons aussi des discours réfléchis et qui permettent aussi de montrer ce côté plurifactoriel et notamment la place de chacun et en particulier la place des associations.